Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Pas la foi des gens qui parce qu'on n'avait pas d'argent, et des malades, on n'a jamais comme ça éliminé à la naissance. On était qui avons grand handicapé, les enfants, donc un centre de un petit peu en français. Tout ce qui Alors qui est Frère Christian? Un petit garçon en Bretagne? Oui, un petit garçon qui était très timide, très peureux, pas aventurier pour un sou. Je ne savais absolument pas que j'allais partir en Afrique un jour. Ce qui a été peut-être le moment phare de ma vie, je devais avoir 7 ans par là. Et j'allais à l'école, je passe devant l'église du village, et puis je vois le curé qui sort de la sacristie. Et j'ai pensé à ce moment-là, j'aimerais bien être comme cet homme. C'est le premier flash que j'ai eu, et cela voulait dire 2 choses pour moi. M'occuper des choses de Dieu, bon, ça m'attirait. Je ne sais... À 7 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie, mais il y avait quelque chose de spirituel là qui m'attirait. Mais en même temps, c'était un prêtre, c'était bien avant le concile, c'était pas du tout banal, qui était très très proche des gens. Il disait toujours le dimanche, il disait si vous avez besoin de moi pour ramasser votre foin ou votre moisson, parce que si vous êtes mal pris et que vous avez besoin d'un coup de main, moi je suis là à votre service. Et ça m'a frappé parce que bon, je savais que les paysans autour de moi, ils étaient sensibles aussi à ça, c'était des petits paysans. Alors c'était ça, les choses de Dieu et les hommes, le service des hommes. Service de Dieu, service des hommes. Et je crois que ça a guidé toute ma vie. Un jour, j'étais déjà rentré chez les religieux caméliens à 26 ans par là. Un jour, mon supérieur me demande est-ce que tu serais prêt à partir avec une équipe c'était au Cameroun qu'on devait aller à ce moment-là. J'y avais jamais pensé. J'avais jamais pensé que je pourrais partir un jour en Afrique. Et puis, j'ai su sur le moment, j'ai su immédiatement que j'allais dire oui. J'ai demandé à réfléchir, mais je savais que j'allais dire oui. Pourquoi exactement, je ne peux pas le dire. Je ne sais toujours pas, mais je sais que il fallait que je dise oui. Et j'ai dit oui, je suis partie pour 2 ans. L'année prochaine, ça va faire 50 ans. Si on m'avait dit que c'était pour 50 ans, je ne serais pas partie, j'aurais eu trop peur. Je suis rentrée à 12 ans au petit séminaire, donc du diocèse, c'est-à-dire théoriquement pour être prêtre dans le diocèse. Mais déjà à ce moment-là, je sentais que c'était pas tout à fait ça que je cherchais. Et je pensais aux prêtres ouvriers qui travaillaient en usine, là, dont on parlait à ce moment-là beaucoup. Je pensais aux petits frères de Foucault, qui travaillaient en Afrique du Nord, qui vivaient au milieu des non-chrétiens, qui vivaient un peu cachés au milieu des non-chrétiens. Ça aussi, ça me touchait. Et puis un jour, au fond d'une église, j'ai trouvé une petite revue où il y avait 3 lignes sur les caméliens. Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai vu qu'ils s'occupaient des malades. J'ai dit, ah, ça m'intéresse. Et alors après, je me suis renseignée, et puis bon,
moins de 2 ans après, je rentrais chez les caméliens. C'est le premier camélien que j'ai vu, c'est ici, dans cet hôpital ici. J'ai débarqué un matin, je suis venu en camion frigorifique. J'ai fait du stop. Pour le garçon peureux, je trouve que ça fait beaucoup d'aventures que vous êtes en train de me narrer depuis quelques minutes. Oui, mais et pourtant, c'est la vérité. Il y a des choses que... Oui, ça j'ai remarqué tout au long de ma vie. Il y a des tas de choses dont je m'étonne le premier, quoi. Parce que après, tout le parcours que j'ai fait, après, je me suis retrouvé... Dès que je suis arrivé en Afrique, quelques mois après, j'étais parti avec une équipe pour construire un hôpital. Et puis au bout de 3 ans, je me suis retrouvé le seul de l'équipe parce que un avait été expulsé, parce qu'il y avait la révolution marxiste à ce moment-là au Bénin. Le deuxième est tombé malade, il a fait un très grave palu. Et puis le troisième s'est découragé, donc il ne restait plus qu'un roue de secours. Je suis resté tout seul dans un hôpital qui était construit sous un gouvernement marxiste avec le danger qu'on parlait de nationalisation de tout ce qui était hôpitaux privés et tout ça. Et je suis resté là tout seul avec un petit chien pendant 1 année. Je n'ai jamais eu peur et pourtant, je vous le dis et je le redis parce que je sais que c'est vrai, je suis très peureux, j'ai toujours peur. Mais il y a des moments dans la vie comme ça où, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est... Le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Oui, c'est ça, tout à fait, je devais être là. À ce moment-là, bon, je disais, j'attends. Et puis après, probablement, il faudra que je rentre en France. Et puis l'évêque du lieu a trouvé une congrégation de religieuses espagnoles qui étaient prêtes à venir pour prendre l'hôpital. Quand elles sont arrivées, moi je devais rentrer en France, ils m'ont demandé de rester un peu pour les aider. Et je suis resté. Et puis j'y suis toujours. Et nous continuons à travailler toujours ensemble avec ces mêmes sœurs-là qui sont arrivées, donc c'était en 1976. On s'est retrouvés donc tous des jeunes, des religieuses, dont 2 étaient infirmières. Une surtout était infirmière sage-femme. Et puis on s'est retrouvés devant des situations, des malades, il fallait faire quelque chose. L'hôpital le plus proche était à 140 km. On ne pouvait pas l'évacuer, surtout qu'il n'y avait pas de goudron à ce moment-là, c'était la piste. Alors il fallait faire quelque chose et on a commencé à faire de la chirurgie. Il n'y avait personne pour endormir les malades. J'ai commencé à faire de l'anesthésie. La sœur a commencé à opérer. Et puis, bon... parce que sinon, c'était laisser les malades mourir. Il n'y avait pas le choix. Et jamais on a eu de problème. Aucun malade n'est jamais resté sur la table. Tout le monde s'en est toujours sorti. C'est beaucoup plus tard, puisque c'est à 46 ans, que je suis rentré en France pour faire mon diplôme d'infirmier. Pour valider, en fait, une formation. Valider. Déjà... Et la sœur, un petit peu après, elle a eu la même aventure, puisque bon, elle opérait tout le temps. Et il y avait un chirurgien, un professeur de chirurgie de l'université de Naples, qui venait tous les ans dans un autre hôpital, à 100 km de chez nous, et qui passait tous les ans, une journée au moins, là où travaillait la sœur. Et au bout de quelques années, il m'a dit, mais Père Christian, il faut qu'on donne à cette sœur le diplôme pour ce qu'elle fait, reconnaissance de ce qu'elle fait. Alors,
moi je vous confie le soin de la décider à venir à Naples et dit, moi je vais m'occuper des affaires à Naples. Si bien qu'on lui a remis le diplôme de médecine et chirurgie le même jour, devant, je ne sais plus combien, 60 ou 70 professeurs de médecine, de chirurgie en grande toge d'apparat et tout ça, à l'université de Naples, quelque chose d'inimaginable pour nous. Voilà, et c'est bien qu'elle elle a le droit d'opérer dans toute l'Europe. Entre son centre et le mien, il y a 60 km. Tous les mardis matins, je pars à 5h30 du matin. Je pars avec 12, 15, 18 malades à opérer. Et on va dans son centre où on a construit une salle d'opération. Et dans cette journée-là, elle va opérer entre 50 et 60 malades. Et pas des petites opérations, hein, des grosses. Pour tout bon chirurgien, pour tout bon anesthésiste, on dirait ça c'est impossible, on ne peut pas le faire. Mais la sœur ne sait pas que c'est impossible et elle le fait. Elle a appris en fait avec des chirurgiens qui passaient comme ça. Quand elle a vu une fois une opération, elle est capable de le refaire. Mais elle se retrouvait quelquefois devant des choses qu'on n'avait jamais vues. Et ça en est toujours bien tiré. Surtout le malade, ça en est toujours bien tiré. Je me rappelle un jour, je lui dis, mais comment tu fais? Comment c'est possible? Tu n'as jamais vu ça? Comment tu as fait pour... Je dis, je ne sais pas. Je sens les choses et puis je le fais. Cette foi aura fait le reste, ses croyances. Et puis bon, elle ne pense à rien d'autre, elle se focalise sur le malade. Le malade, il faut qu'on le sauve. Et elle ne pense pas à autre chose. Et ça lui donne une capacité de faire ce que normalement, bon, on ne fait pas, on ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Mais elle dit, elle veut sauver le malade et elle trouve toujours la solution. Lorsque nous avons commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Maintenant, il y a des hôpitaux. Là où travaille la sœur, il y a un hôpital, on appelle ça l'hôpital de zone, donc pour toute la région, tout neuf, mais bon, qui est souvent presque vide, pendant que chez elle, il y a des foules. Pourquoi, je n'en sais rien, il y a des tas de facteurs qui jouent. C'est-à-dire que nous, par principe, on doit toujours faire en sorte qu'aucun malade ne soit rejeté parce qu'il est pauvre. Tout malade a droit d'être soigné, qu'il soit riche ou pauvre. Et dans notre hôpital, on a toujours refusé qu'il y ait des classifications. La norme, c'est le pauvre. L'hôpital est conçu pour les plus pauvres, pour qu'on puisse soigner les plus pauvres. Si des riches veulent venir, pas de problème, mais ils se mettent dans les mêmes conditions que les pauvres. Et je vois maintenant des gens qui viennent de Lagos, la capitale du Nigeria, qui est quand même à près de 200 km. Ils viennent avec leur voiture, donc ce n'est pas des misérables. Et ils acceptent quelquefois de coucher par terre sur une natte, même pas d'avoir un lit, mais coucher sur une natte. Donc ça veut dire qu'ils viennent vraiment pour être soignés, et parce qu'ils ont confiance. Et c'est peut-être ça le cœur des soins, c'est que les gens ont confiance. Pour moi, prêcher Jésus-Christ, prêcher ma foi, c'est soigner les malades sans distinction et en priorité les plus pauvres. C'est ça ma mission. Je veux témoigner par ce service des pauvres, service des petits. Le coordinateur départemental de la santé, il a fait une réunion un jour pour tous les médecins du département. Et il a dit,
quand je dois remplir des documents pour Davougon et Zagnalado, donc nos deux centres, j'attrape mal à la tête. Parce qu'ils rentrent dans aucune case. Il n'y a rien, on est hors norme en tout. Nous ne rentrons pas dans les normes. Actuellement, ça nous pose un très gros problème parce qu'en ce moment, il y a bon, le président actuel, il a voulu mettre de l'ordre dans la santé aussi, parce que bon, il y avait trop de pagaille. Les médecins ou infirmiers, fonctionnaires, ils travaillaient un peu à l'hôpital et puis surtout dans leur clinique. Bon, il a voulu mettre de l'ordre là-dedans. Donc ça, il y avait besoin. Mais maintenant, on sent qu'ils sont en train d'imposer des normes qui sont les normes qu'on impose en Europe ici. Et là, je ne sais pas où on va, parce que si on doit appliquer ces normes-là, nous ne pouvons plus fonctionner. On a des salles d'hospitalisation que j'ai dessiné moi-même les plans. Et je les ai faits pour 5 lits, qu'on ne puisse pas en mettre plus. Bon, maintenant il y en a 10 dans ces salles. Parce qu'il faut donner un lit aux malades. Et encore, il y a des malades par terre, sur des nattes, dans des salles. Parce que il n'y a pas de place. Donc si on veut être dans les normes, c'est impossible. C'est impossible. Et tout est un peu comme ça. Si on regarde ça simplement dans un bureau, avec les données, les chiffres, nous sommes... il y a eu... l'OMS avait financé pendant un moment, dans le secteur où est la sœur, elle apportait une aide à tous les centres de santé en fonction des normes. Qui n'était absolument pas adaptées. Et la sœur, elle avait toujours les plus mauvaises notes. Alors que et celui qui était responsable du projet au Bénin, je l'ai entendu de mes oreilles dire, mais oui, mais je sais que tous les malades sont chez vous. Mais moi, je fais que cocher les cases qu'on m'a imposées, et là, vous avez des mauvaises notes. Et on ne peut pas vous aider autant qu'on voudrait vous aider, et que ce serait juste de vous aider. Parce que vous ne remplissez pas les critères. Depuis 50 ans, je vois toujours périodiquement, on se retrouve devant ce qui nous paraît un mur. Et finalement, une solution se... Et puis, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas prévu du tout, qu'on ne prévoyait pas, qu'on n'imaginait même pas. Et puis, hop, on passe à une autre étape. Et on continue dans la même ligne quand même. Alors je me dis, je vois là où est la sœur, là, on a imposé, comme son diplôme à elle n'était plus reconnu officiellement, on dit, il faut trouver des médecins pour qu'au moins ils puissent signer les papiers, au moins ça. Et puis on a eu la chance de tomber sur, je crois que c'est deux perles, je dis la chance. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de chance, de hasard ni de chance. Moi, j'appelle ça la providence. Pour moi, pour nous, c'était le miracle un peu qu'on attendait, de trouver quelqu'un qui comprenne le sens de ce qu'on a voulu donner à ces centres, donc d'être au service des plus pauvres, et qui a envie de continuer dans cette direction-là. Bon, ces deux jeunes médecins ils viennent de sortir de l'école, il faudra qu'ils se spécialisent parce qu'ils ne pourront pas travailler eux sans diplôme de chirurgie ni rien. Donc on n'est pas encore au bout de nos peines, mais nous, ça nous a donné un grand espoir, là, parce que ils ont compris
quel était l'objectif du centre et qu'est-ce que nous, pourquoi on se battait depuis si longtemps comme ça, dans des conditions bon, que tout le monde dit c'est fou, d'accord. L'histoire de cette association, c'est un de mes neveux qui est venu me voir il y a 34 ans. Il est venu rendre visite au Bénin et il a vu qu'est-ce qu'on faisait. Il a dit bah, il faut que je fasse quelque chose pour mon oncle là-bas. Et c'est lui qui a commencé l'association et puis il n'est plus jamais revenu. Mais l'association a commencé à s'étendre. Bon, c'est très connu dans la région. Bon, c'est très local, mais en fait, ça intéresse beaucoup de gens. Tout va là-bas, tout sert pour acheter des médicaments, pour payer le fonctionnement. Le nom de l'association, on l'appelait l'association Père Christian Stenou. Je ne voulais pas qu'ils mettent ce nom-là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu à la télé, pendant un congé, j'ai entendu Sœur Emmanuelle, qu'on interviewait. Et puis, le speaker, il disait, ma sœur, ça ne vous gêne pas que les médias vous utilisent comme ça et vous... Elle dit, ah, si c'est pour que ça apporte quelque chose aux pauvres dont je m'occupe, je veux bien. Utilisez-moi autant que vous voudrez. Et ce jour-là, je dis, bon, d'accord, ok, faites ce que vous voulez. Bon, je pense que ça a eu son importance parce que, bon, pour les gens de Bretagne, bon, c'est quelqu'un du pays, bon, tous les ans, on voit mon visage, bon, on leur raconte qu'est-ce que je fais, et c'est, bon, je crois que ça... Ça porte ses fruits. Vous tenez comme un rituel à chaque année, vous venez une fois par an, c'est ça en France? Oui, maintenant, oui. Avant, non. Au début, c'était tous les 4 ans, après tous les 3 ans. Maintenant, je vais tous les ans parce que aussi j'en ai besoin. Et puis bon, pour l'association, c'est bien aussi. Ça leur permet de rassembler tous les gens qui sont intéressés autour. Il y a une journée de fête ensemble. Puis on peut parler de ce qu'on fait là-bas, leur expliquer. Ils peuvent poser des questions. Puis bon, de voir mon visage. Je vous dis, le symbole, une sorte de mythe, mais bon. Je dis, on a bien compris que vous n'étiez pas quelqu'un qui aimait être dans la lumière. Non, ça me gêne toujours, mais je pense à ce pourquoi c'est fait. Et là, bon, comme disait Sœur Emmanuelle, bon, c'est utilisez-moi, c'est... Donc quand vous recevez en 2013, c'est ça, cette distinction, vous êtes décoré de la Légion d'honneur. J'imagine que pareil, vous y êtes allé, mais un peu plus pour faire plaisir à votre famille ou... Ben, n'importe comment, j'avais plus le choix, puisque c'était déjà décidé. J'ai appris ça ici, j'étais à la fin d'une messe à l'hôpital ici. Il y a une ancienne coopérante qui vient me dire, regarde, il avait sur son portable, il y avait la première page de Ouest France, Père Christian Studio. Bon, d'accord. Ben, je ne l'ai mise qu'un an après le congé suivant. Mais non, bon, oui. C'était important pour l'association aussi. C'était important pour l'association de sentir que c'était reconnu. Bon. La sœur, j'ai été en novembre dernier, j'ai été en Espagne, où la sœur a reçu un prix. C'était le prix de la persévérance d'un organisme espagnol aussi. Je l'ai accompagnée. Bon, c'était un peu pareil aussi. Elle fuit toutes ces choses-là. Mais en fait, bon, c'était important
pour qu'on puisse continuer à aider nos centres. Parce que nos centres sont déficitaires à 60 ou 70%. Puisque par choix, par définition, on ne soigne que les plus pauvres, ou en priorité en tout cas les plus pauvres, et que c'est eux la référence. Donc ça ne peut être que plus on a de malades, plus on a de déficit. C'est le contraire des hôpitaux de France. En France, plus il y a de malades, plus ça rapporte, mieux c'est. Nous, plus il y a de malades, plus il y a de déficit. Bon, la lèpre en France, ça ne dit plus rien. Mais même au Bénin, nous sommes, je pense, l'ancienne léproserie qui a le plus de lépreux encore. Qui en dépistons encore. On dépiste quand même de grands contagieux, une trentaine par an. De grands contagieux. Donc ça veut dire qu'il y en a encore pour quelques décennies probablement. Mais ça diminue beaucoup quand même. Il y a les ulcères de Buruli. C'est un ulcère qui sévit seulement dans les régions tropicales, chaudes et humides, donc comme chez nous. Ça n'existe pas en Europe, qui fait des grandes plaies, des grands dégâts. Là aussi, ça diminue beaucoup. Il y a eu tout un travail. On a été les premiers à les soigner, à les traiter, chirurgicalement, là aussi. Nous, on a de tout. On a la tuberculose, le sida, parce que bon, on est centre de dépistage et de traitement des malades du sida aussi, des porteurs de VIH. Les ulcères de Buruli, la tuberculose. Et ça, là, nous sommes un hôpital privé, enfin, on est un centre privé, mais qui travaillons avec l'État. C'est-à-dire que nous participons au programme officiel, en tout ce qui concerne la lèpre, la tuberculose, l'ulcère de Buruli. Puis maintenant, bon, on parle de plus en plus des maladies tropicales négligées. C'est-à-dire ça veut dire la syphilis, le pion, tout ça. Mais moi, à chaque fois que je dois en parler, je dis, mais oui, mais les maladies tropicales négligées, toutes les maladies sont négligées pour les pauvres. Pour les riches, ils peuvent se soigner, mais les pauvres, quelle que soit leur maladie, dans nos zones, elle est négligée. Ce n'est pas à leur portée, les hôpitaux. Et même l'éducation thérapeutique, telle qu'on la préconise souvent, effectivement, l'accompagnement ou la sensibilisation. Non, c'est pas... Okay. Nous, on fait un travail de sensibilisation, on fait beaucoup aussi. À chaque 3 fois par semaine, nous avons au moins 1 heure, 1 heure et demie de sensibilisation pour tous les accompagnants des malades qui sont hospitalisés, et les malades suivent en même temps aussi. Donc c'est tout un travail d'éducation. Alors on parle de toutes les maladies qui les concernent vraiment. La prévention, l'éducation nutritionnelle et tout ça. Bon, c'est un travail énorme. parce que bon, nous on soigne les malades, mais en même temps on a commencé un centre de formation pour les jeunes filles qui n'étaient pas scolarisées. Au début c'était uniquement pour les enfants des lépreux, et puis après c'est devenu pour tous les enfants qui ont un problème de santé, qui pour des raisons de santé n'ont pas pu aller à l'école, ou bien qui doivent avoir un suivi, ou bien des enfants qui étaient en danger de trafic, donc d'être envoyés au Nigeria pour travailler, que les familles envoyaient parce qu'ils étaient trop pauvres. Donc nous, on prend tous ces gens-là et puis on essaie de leur donner une formation pratique, donc tout ce qui peut leur servir pour leur vie quotidienne après. Ils ont un CAP de couture, mais ils font aussi du jardinage, de l'élevage, de la cuisine, alphabétisation en langue locale et un tout petit peu en français.
on a ouvert aussi, c'est à côté de chez la sœur, là on a ouvert un centre d'accueil pour les enfants infirmoteurs cérébraux. Donc les enfants grands handicapés, quoi, qui avant étaient éliminés à la naissance. Et on n'a jamais dû refuser des malades parce qu'on n'avait pas d'argent. Quelquefois ça a été dur, il faut se battre, mais on a toujours réussi. Je rebondis sur une réflexion que Marc vous aviez tout à l'heure, vous avez toujours fait confiance en la providence. Ah oui, non, mais ça, moi, on peut, même quand je suis devant des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, je dis, mais vous pouvez croire ou ne pas croire, pour moi, il y a des choses qui me dépassent dans tout ce qu'on fait. Je vais vous raconter un petit exemple. Non, ne serait-ce que pour la maison des enfants dont je vous parlais tout de suite. Là. Cette maison-là, on l'a créée parce qu'il y avait une coopérante qui travaillait chez moi, qui est tombée amoureuse, bien, c'est bien, ça va, d'un jeune étudiant en médecine que nous aidions. Puis bon, ils se sont mariés, elle a dit « Oh, c'est formidable ». Elle était très intéressée par les enfants qui avaient handicapés, tout ça, ça l'intéressait, elle aimait beaucoup s'intéresser à ça. Elle dit « Mais il y a besoin de faire quelque chose pour les enfants infirmoteurs cérébraux, là, déficients mentaux. Et si on fait quelque chose, elle pourra s'en occuper et son mari va aider la sœur, puisqu'il avait commencé à faire la chirurgie aussi. Et puis, bon, on a commencé le centre, on a construit un logement pour eux et tout allait bien. Et quand tout était prêt, qu'on allait pouvoir commencer à ouvrir, lui, il a un problème de santé, il doit venir en France. Tout est par terre. Et ben, le jour même, ils étaient encore à l'aéroport. Il y a un prêtre italien qui vient m'apporter une enveloppe et me dit « Père Christian, on m'a donné ça pour vous aider à construire quelque chose pour les enfants à Zagnalado, ce que vous aviez prévu. » Je dis « Quoi ? Ceux qui allaient s'en occuper, ils sont à l'aéroport, ils vont partir, et puis vous m'apportez. » Je dis « Bon. » J'ai pris ça comme un signe, je dis « Bon, ben c'est qu'il faut y aller. » On a construit les bâtiments avec l'argent qu'on nous avait donné, et puis on ne savait pas qui allait le faire fonctionner, il n'y en avait personne. Et puis un jour, il y a deux jeunes coopérants qui travaillaient dans un collège à 10 km de chez nous, qui viennent visiter notre centre. Puis on parlait. Il dit, mais nous, on a des diplômes d'éducateurs, on avait envie de faire quelque chose d'autre, de différent de ce qu'on est en train de faire là. Je dis, mais peut-être que j'ai quelque chose pour vous. Et puis je leur ai parlé de notre projet là. Et ils ont dit, bah, on va réfléchir. Et puis, bon, quelques jours après, ils se disent, d'accord. Et c'est eux qui ont ouvert ce centre. Un autre cas, presque en même temps, un mardi matin, je vais à Zagnalado, donc chez la sœur, et elle me dit, mais Christian, il faut qu'on construise quelque chose pour abriter les gens qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de loin et ils ne savent pas où loger la nuit et tout ça. Je dis, bon, s'il y a besoin, ben, allons-y, faisons-le. Je dis, ben, avec quoi? Il y a quelque chose à la banque? Je dis, oui. Je dis, bon, alors on y va. Et je téléphone tout de suite au petit entrepreneur qui travaillait pour nous. Je lui dis, tu viens,
et tu nous fais un projet pour faire une grande salle où on peut accueillir les gens qui viennent de loin. Le jour même, ça c'était le matin, l'après-midi, il y a mon neveu qui me téléphone de Bretagne pour me dire « Christian, il y a une dame de Nantes qui veut te donner une somme assez importante, mais elle veut savoir pourquoi ça va servir. » Je dis ben, « Je sais à quoi ça va servir. » Voilà. Et c'était à peu près ce qu'il y avait besoin pour construire, et on a construit même plus grand que ce qu'on avait prévu au départ. Voilà, c'est ça. C'est ça notre vie. Il faut pas croire que ça tombe tout seul comme ça, non. Mais je dis toujours aux jeunes qui viennent derrière moi, les jeunes africains qui sont religieux comme moi, je leur dis, mais occupez-vous des pauvres, occupez-vous des plus petits, de ceux qui ont besoin de nous. Et ne vous occupez pas d'argent, le reste, il viendra. Si vous vous occupez des pauvres. Mais la Providence ne vous aidera pas si vous êtes en train de ramasser de l'argent et penser à l'argent plutôt qu'aux malades. Il faut penser aux malades, un point c'est tout. Le reste, la Providence en charge. C'est mon expérience de vie, c'est tout. Vous imaginez un jour, pardon, je vous autorise à ne pas répondre si c'est une question indiscrète. Vous imaginez un jour rentrer en France et laisser une partie de votre vie derrière vous au Bénin? Qu'est-ce que je vais faire en France? Qu'est-ce que je vais faire? Si je voulais, tout le monde serait content que je rentre. Votre famille en particulier, en premier? Oh, mais ma famille, ils n'ont plus d'illusions sur moi. Non, mais bon, donc qu'est-ce que... Puis bon, j'ai quand même 77 ans, qu'est-ce que je vais faire en France? S'il fallait que, aujourd'hui, vous ayez un regard sur le petit garçon de 7 ans qui croise le prêtre qui sort de son église, qu'est-ce que vous diriez à ce petit garçon-là? Je dis, vas-y. Oui. Et toute ta vie, sois fidèle à ce que tu as pensé à ce moment-là. Et ce que je dis aux jeunes, quand j'ai l'occasion, à des jeunes, je dis, mais qu'est-ce que vous avez eu envie de faire dans votre jeunesse, dans votre... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez eu envie de faire et que vous n'avez... N'oubliez jamais ça. Si vous avez quelque chose, et presque tout le monde, je crois, a quelque chose comme ça dans sa vie, un petit fil rouge et qu'on suit après. Pas comme on l'avait prévu, pas de la manière qu'on l'avait prévu, mais ce petit quelque chose, ce petit noyau qu'il y avait au départ, on le garde toute sa vie. Et c'est celui-là qui nous guide. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de ce petit noyau-là, ça ne va pas et on revient. La foi vous aura aidé quand même dans votre parcours de vie aussi, accepter peut-être la souffrance? Oui, sûrement, bien sûr, parce que bon... je sais pas, ma foi, c'est ça, moi. Pour moi, dans la salle de pansement où je travaille depuis des années, là, il y a au mur un Christ. Mais le Christ que j'ai ramené de Terre Sainte. Le Christ n'est plus attaché sur la croix. Il a les mains détachées et il a les mains levées. Donc, c'est après la croix, je me dis, mais le travail que je suis en train de faire, c'est ça. Il faut détacher ces pauvres qui sont en train de souffrir là, les détacher pour qu'ils puissent continuer leur route. Détacher arracher à la souffrance.